Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal quotidien pour faire un tour d'horizon de l'actualité. Il marque traditionnellement le lancement de la saison de tennis sur terre battue. Aujourd'hui était présentée l'édition 2026 du Rolex Monte Carlo Masters. Nous serons avec le directeur du tournoi, David Massé. Le 19 février, la journée internationale des baleines, ces géants marins aussi fascinants que menacés. En principauté, de nombreux acteurs sont engagés au service de leur préservation. C'est le cas d'ACOBAMS, l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. Nous verrons quelles en sont les missions et actions de terrain. C'est un lieu propice à la sérénité, la contemplation, très prisé par les touristes, mais aussi par les locaux. Nous avons suivi aujourd'hui les opérations d'entretien du jardin japonais. Et puis après le plongeon, la lutte et le tennis de table, coup de projecteur dans ce journal sur la section athlétisme de l'ASM Omnisport. C'est le tournoi de printemps qui donne le coup d'envoi de la saison de tennis sur terre battue. Le Rolex Monte Carlo Masters se déroulera cette année du 4 au 12 avril. La présentation officielle de l'édition 2026 a eu lieu aujourd'hui à la mi-journée. Et pour nous en livrer les principaux temps forts, nous sommes ce soir avec le directeur du tournoi. Bonsoir David Massé. Bonsoir Patricia. Vous avez présenté aujourd'hui l'édition 2026 du Rolex Monte Carlo Masters. Ce tournoi monégasque est d'autant plus important qu'il lance chaque année la saison sur terre battue. Exactement, on est prêt pour accueillir le meilleur joueur au monde le 4 au 12 avril 2026. Est-ce que l'on connaît d'ores et déjà quelques têtes d'affiche de l'édition 2026 ou est-ce prématuré ? On espère bien avoir tous les top 10. On a la liste qui clôture le 9 mars, donc on va annoncer le tableau de simple le 10 mars à Paris, mais on attend le meilleur joueur au monde comme chaque année. Et est-ce que l'on peut espérer aussi la présence de Valentin Vachereau et le voir briller chez lui ? C'est énorme qu'est-ce que Vachereau a fait depuis le titre qu'il a gagné à Shanghai. Il a continué à jouer très très bien à Bâle, et aussi à Paris. Et après en Australie au début de l'année. Donc on espère bien qu'il va jouer en top forme pour le tournoi. Il y a d'autres tournois entre-temps, donc on verra sa forme, mais il a tous les moyens de gagner le titre aussi ici. Quelle place accordez-vous aux jeunes talents et aux joueurs issus des qualifications ou des wildcards ? Bon, le wildcard, on va annoncer on va dire quelques jours, peut-être une semaine avant le tournoi, mais on essaie toujours de garder au moins un ou deux wildcards pour les joueurs qui sont environ 18 ans. Ça dépend des demandes que nous avons, mais déjà on a reçu des demandes de joueurs qui sont extrêmement promoteurs dans le futur et on espère d'avoir la possibilité de voir sur nos cours. Vous avez initié au cours des précédentes années notamment des travaux d'aménagement, mais quelles seront les nouveautés cette année ? Bon, 2026, on a pensé aux spectateurs sur place, donc on pense à déjà la zone d'animation qu'on a transformée en zone de détente. On a un grand écran pour suivre le match. C'est ouvert à tout le monde avec un billet de tennis, mais c'est ouvert à tout le monde une fois qu'ils sont sur place. Et il y a une zone de pique-nique autour, les jeux, des buvettes, mais c'est vraiment une zone où on espère bien que les gens en dehors des tribunes, ils vont vraiment profiter. Après, sur le village commercial, on a installé 4 écrans pour retransmettre les matchs en direct aussi autour du village. Et maintenant, je bascule sur la retransmission globale. Il y a deux choses. On va commencer à retransmettre les images à partir de dimanche. Et en plus de ça, on a des caméras comme les 8, en fait, c'est 60 caméras au fond court qui donnent une vue exceptionnelle qu'on n'a jamais vue en tout cas au Rolex Monte Carlo Masters. Et quand vont débuter les travaux de mise en place ? Alors, déjà, les travaux commencent, il a déjà commencé. Et la semaine prochaine, surtout, on a les arrivées dans notre grand prestataire GL Events qui vont commencer à construire. Et ça jusqu'à le tournoi, on est en mode montage. Mais le tournoi, ça sera prêt juste quelques jours avant la compétition. Alors le tournoi jouit déjà d'une belle réputation, mais quelle est votre ambition à moyen et long terme pour renforcer toujours plus son rayonnement international ?
Déjà, il faut imaginer que nous, chaque année, on essaye de penser qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme expérience, qu'est-ce qu'on peut rajouter à la fois sur place, mais aussi derrière la télévision. Donc, c'est notre travail. Donc, on prend le temps de réfléchir et penser au confort de nos spectateurs. Et on est fiers de les avancées que nous avons faites depuis 2022 avec le système comme les vols, le passage de sécurité. Il y a tellement de choses qu'on a rajoutées chaque année. On pense à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc ça, c'est le but, d'améliorer chaque fois, de maintenir notre statut au monde entier comme un Masters 1000. Un Masters 1000 qui est très compétitif avec les meilleurs joueurs au monde. Pour ça, on pense à qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir les joueurs en meilleures conditions. Et c'est l'exemple de le Player Village que nous avons commencé en 2025. Et on n'arrête pas, c'est vraiment notre volonté de vraiment trouver qu'est-ce qu'on peut faire de mieux chaque année pour améliorer et garder le tournoi parmi les meilleurs au monde. Et est-ce qu'il reste encore des places? Car on sait qu'elles partent très vite. Alors là, maintenant, il nous reste quelques places sur le cours étoile, le cours central, le premier samedi. Et il reste aussi quelques places sur les deux autres cours. C'est vrai que c'est important de réserver en amont. Par contre, on garde toujours quelques places au guichet. Tous les jours, il y a au guichet, on peut acheter des places. Et notre site web officiel, il y a la revente. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, on peut trouver des gens qui finalement ne peuvent pas venir et vendre leurs billets. C'est officiel et c'est sécurisé. Donc, c'est important qu'on reste sur le site web de tournoi au guichet pour trouver les places maintenant. Merci David Massé d'avoir été notre invité alors que vous présentiez aujourd'hui l'édition 2026 du tournoi de tennis monégasque. C'est un grand plaisir. Au revoir. À l'occasion de la Journée internationale de la baleine aujourd'hui, mettons à présent le cap sur la mer qui nous borde, la mer Méditerranée, où intervient un acteur clé de la protection de ces mammifères marins, AquaBAMS, dont le siège est à Monaco. Cet accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente coordonne les efforts de plus de 20 pays pour protéger baleines et dauphins face aux dangers qui les menacent. Comment AquaBAMS agit-il concrètement? Quels résultats et quels défis pour l'avenir des cétacés? Réponse dans ce reportage de Céleste Neckelmann et Sylvain Péroumal. Le constat reste alarmant. Si certaines espèces commencent à se reconstituer à l'échelle mondiale, ce n'est malheureusement pas le cas en Méditerranée. Face à une activité humaine intense, les petites populations de cachalots et de rorquals communs peinent à progresser. Les baleines en Méditerranée sont soumises à de nombreuses activités humaines. Il y a notamment tout ce qui est trafic maritime, donc il y a les gros ferries, il y a aussi tout ce qui est pétrolier, il y a tout ce qui est cargo. Il y a également tout ce qui est pêche, activité de pêche. Et on a aussi une menace qui prend de plus en plus d'ampleur actuellement, c'est le bruit sous-marin. Des programmes de suivi, de recherche et de conservation des cétacés dans toute la Méditerranée sont donc mis en place par l'AquaBAMS. Le secrétariat exécutif est basé à Monaco et nous, on est le lien entre les politiques et les scientifiques. Il faut savoir que toutes les actions qui sont prises pour les mammifères marins à l'échelle politique, il faut avoir des données concrètes. Et ça, il n'y a que les scientifiques qui peuvent le faire. Donc notre rôle ici, au secrétariat, c'est un peu traduire toutes les recommandations scientifiques en résolution au niveau politique, en actions concrètes pour la conservation des cétacés. Pour renforcer son action, AquaBAMS travaille avec le sanctuaire Pélagos, créé en 1999. Il tente d'apporter une réponse à cette situation et s'étend sur près de 88 000 km² entre l'Italie, Monaco et la France. Il est le seul site maritime au monde dédié à la protection des mammifères marins, un espace devenu indispensable au maintien et au bien-être animal. C'est une zone très importante pour AquaBAMS, car dans ce périmètre-là, on peut mettre en place certaines mesures qu'on peut exporter ensuite dans d'autres lieux de la Méditerranée. Selon l'AquaBAMS, seule une coopération internationale renforcée associée à des changements de pratiques pourra aboutir à la préservation des baleines et plus largement à la biodiversité marine.
Protection de la biodiversité marine, mais également de l'environnement, Monaco compte de nombreux espaces verts qui se démarquent par un entretien de presque tous les instants. Parmi eux, le jardin japonais, grand prix de l'exposition florale à Osaka en 90. Une équipe de Monaco Info a suivi le travail des personnes qui contribuent toute l'année à entretenir la beauté de ce jardin. Alban Gingembre et Lionel Bernardi les ont suivis. Comme tous les matins, sécateur à la main, Philippe sillonne les allées du jardin japonais à la recherche de la moindre branche à tailler. Avec ses 2 collègues, les jardiniers sont responsables de l'entretien de l'espace dans le respect des traditions japonaises. C'est la particularité d'un jardin japonais. Il faut que le soleil pénètre dans les plantes de la tête jusqu'aux pieds. Donc il faut éclaircir, tailler pour que ça ne prenne pas trop de volume. Ensuite, il y a les périodes, il y a des arbres qu'on ne va pas toucher, il y a des plantes qu'on va toucher, etc. Et toute l'année, il faut que le jardin soit entretenu. Et d'ailleurs, on est félicité à chaque fois. Les gens nous disent merci, bravo, tout le monde vient, tout le monde est content. Créé dans le respect des principes les plus stricts du concept de la pensée zen par un architecte paysagiste japonais, le jardin abrite près de 200 espèces d'arbres et de plantes réparties sur 1000 mètres carrés. Vous avez bien sûr les pins, vous avez les bambous, vous avez les myrtes, vous avez qu'est-ce qu'il y a, les fusains, puisque fusain, les érables, bien sûr. On a les canards qui sont venus, ils ont trouvé le coin paisible, ils sont venus un peu s'installer eux aussi. Et ensuite, on a toutes les carpe-koi là-bas dans le bassin. Il doit y avoir au moins 30-40 carpe-koi. D'ici quelques semaines, le jardin sera de nouveau en fleurs pour le plus grand bonheur de ses visiteurs. Poursuivons notre série de reportages consacrés aux différentes sections de l'AS Monaco Omnisport. Ce soir, place à l'athlétisme sur la piste du Stade Louis II avec Frédéric Ellion et Jean-Alexandre Dordet. La saison hivernale d'athlétisme touche à sa fin avec les dernières compétitions en indoor et la piste du Stade Louis II ne désemplit pas. Avec ses 235 licenciés compétitions sur près de 400 au total, l'AS Monaco Athlétisme brille régulièrement, que ce soit sur la scène régionale ou nationale. Et les masters se sont d'ailleurs illustrés le week-end dernier au dernier championnat de France. Il y a eu 2 titres de champion de France donc sur le 3000 pour Kaïs Adli, sur le 1500, ainsi que 2 records de France dans sa catégorie d'âge en M50. Après, il y a eu médaille d'or pour Tristan. Ils ont eu une médaille aussi en relais, une médaille d'argent au 4x200, donc pour souligner le collectif. Voilà. Et il y a eu une médaille aussi en pentathlon de Brice. Des résultats qui découlent d'un entraînement rigoureux. Sur la piste du Louis II se côtoient les spécialistes du demi-fond, du sprint, des haies ou encore des sauts. On a un petit groupe au niveau des jeunes cadets issus du groupe Benjamin Minime qui viennent sauter régulièrement le jeudi soir. Au niveau des adultes, on a toujours un petit peu les mêmes. Donc Jean Voloc qui va préparer les championnats des petits états d'Europe à la perche et les Jeux des petits états l'année prochaine à la maison. On a Jean-Noël Crétinoir, le triple sauteur qui revient là, des championnats de France avec une médaille de bronze aux championnats de France nationaux. Et puis Christelle Sané, toujours en longueur aussi, qui va préparer les 2 grands rendez-vous donc, de cette année et des Jeux l'année prochaine. Un important travail de détection est réalisé. Parmi les jeunes qui pointent le bout de leur nez, Raphaël qui sort d'une très grosse saison en cross et en demi-fond. Avec mon ancien partenaire Kélian Ricordo qui allait au sprint, on a fait un relais 800, 200, 200, 800. On a fait record de France, champion de France. Et sur 2000 mètres, j'ai fait 5,44, 5e au France dans un finish dans une finale qui était très costaud. Et là, je suis revenue cette année encore plus déterminée. 5 km, j'ai fait 15,03, 10 km, 32,04. Et là, France de cross qui arrive et aussi le 5 km de Cannes ce week-end, où j'espère faire à peu près 14,50, record de la région. Et France de cross, j'aimerais bien faire top 30. 5 athlètes de l'AS Monaco sont qualifiés pour les championnats de France de cross à Carré. Un relais, 4 fois 200 mètres, participera également ce week-end au championnat de France U18. Et nous suivrons cela de près.
Une pause gourmande dans ce journal sur la rue piétonne où le commerce Super Boba est spécialisé dans les bubble tea, une boisson tendance qui séduit, comme vont nous l'expliquer Christinda Petit-Homel et Jean-Alexandre Dordet. Depuis près de 2 ans, Super Boba fait fureur en principauté. L'enseigne s'est spécialisée dans le bubble tea et attire chaque jour les amateurs de cette boisson asiatique aussi gourmande que rafraîchissante. On propose une carte qu'on a pu justement améliorer en fonction des feedbacks et des envies, des saisons. Et oui, pour le moment, le bilan il est satisfaisant. Après, d'un point de vue logistique, c'est vrai que comme on a aussi une deuxième boutique à la Place des Moulins, donc le tea shop où on prend nos thés pour faire nos boissons et nos recettes ici. D'un point de vue logistique, c'est un peu compliqué à gérer quand même entre les deux, mais ça va. Dans les recettes préférées, dans les bubble tea et boba, les signatures, on va avoir le brown sugar qui est vraiment le best-seller. On a beaucoup de ube aussi, de plus en plus, et les matchas. Les matchas, ça fait 11 ans qu'on les propose déjà à l'autre boutique, donc on savait déjà que c'était quand même une boisson d'avenir, et là, ça se confirme. En fait, on va avoir vraiment des approches complètement différentes. Nous, on a décomposé notre carte de matcha en plusieurs gammes. On va avoir une gamme puriste avec du matcha de cérémonie, donc avec de l'eau. C'est vrai que c'est rare, les personnes prennent généralement des lattés, mais c'est vrai que les amateurs aiment bien les matchas avec de l'eau. Après, sinon, dans les lattés, on propose plein de laits différents. Et après, des recettes un peu originales, des recettes aussi plus axées santé, avec des compléments comme du curcuma, du collagène, du fruit du dragon, avec des super aliments. En général, on a une petite offre pour accompagner ces boissons. On va proposer des petites gourmandises dans le thème toujours asiatique, à base de matcha comme les cookies. On a des mochi aussi, et on propose aussi des petites gaufres taiyaki, c'est des petites gaufres japonaises fourrées, soit à la pâte de haricot rouge, soit au chocolat. Après 2 ans d'activité, la clientèle reste donc fidèle. Plus qu'une simple boisson, le bubble tea est devenu une véritable tendance lifestyle en principauté, tout comme le matcha qui fait de plus en plus d'adeptes. À noter que cet été et pour le Grand Prix, de nouvelles recettes sont d'ores et déjà prévues. Une idée de sortie est découverte en cette période de congé scolaire avec le premier temps fort de l'année au nouveau musée national de Monaco. La Villa Paloma accueille une exposition intitulée « Le sentiment de la nature, l'art contemporain au miroir de Poussin ». Alexandra Pani, Massimo Piantoni et Bastien Pigeon vous en livrent un avant-goût. La nature au cœur de nos préoccupations, véritable sujet contemporain, et pourtant l'artiste Nicolas Poussin s'est emparé de cette thématique dès le XVIIe siècle, en se réappropriant sa propre mise en scène des paysages. Une approche reprise par des générations d'artistes. Le nouveau musée national de Monaco propose ici un dialogue entre les œuvres classiques du peintre français et celles qu'elles ont inspirées ou qui leur font écho. L'idée de célébrer Nicolas Poussin, c'est évidemment célébrer l'art, mais c'est célébrer aussi un artiste qui est peut-être le plus italien des peintres français, puisqu'il a passé une très grande, quasi exclusivement toute sa carrière en Italie, et qu'on est à Monaco évidemment à mi-chemin entre la culture italienne et la culture française, mais c'est aussi au sein de son œuvre de célébrer la nature, l'exaltation, le sentiment de la nature qu'il a passé par après à nombreux artistes qu'on retrouve dans l'exposition des 18e, 19e, 20e et 21e siècles. Et c'est évidemment un enjeu aussi monégasque, la préservation de la nature, et comment mieux avoir conscience de l'importance de sa préservation quand on la célèbre. L'on retrouve ici le travail de près de 40 artistes. Les peintures de Nicolas Poussin répondent à des tableaux, sculptures, mais aussi des médiums plus contemporains, photographies, vidéos ou encore installations. Les visiteurs sont immergés dans 6 univers distincts tout au long du parcours de l'exposition. On a la chance d'avoir des prêts tout à fait exceptionnels qui nous proviennent du musée du Prado à Madrid, du musée du Louvre. On présente aussi des œuvres de la collection du musée national. Et l'idée, c'est toute discipline artistique confondue, justement de célébrer ce sentiment de la nature avec des artistes très vivants aujourd'hui, mais aussi en regard avec ces œuvres beaucoup plus anciennes qui étaient en présence de cette même nature, même si elle a évolué, même s'il y a évidemment une tension écologique aujourd'hui. Le choix du commissaire, Guillaume de Sarthe, c'était vraiment de célébrer la nature.
Et dès l'entrée, n'oubliez pas de lever les yeux vers le toit du musée pour découvrir l'œuvre Le temps d'un ciel bleu, certitude numéro 21 de l'artiste Flora Saunois, inspirée du cyanomètre d'Horace Bénédicte de Saussure. Une promenade complète offrant différents points de vue sur les merveilles de la nature. Cette exposition sera à découvrir jusqu'au 25 mai à la Villa Paloma. Le printemps avant l'heure avec cette nature magnifiée, une nature qui s'exprime aussi pleinement au jardin japonais, dont les photos de fin d'édition mettent en valeur la beauté. Elles sont signées Manuel Vitali. À suivre les prévisions météo pour la journée de vendredi. Elles vous seront présentées par Théo Schumer, que vous retrouverez également demain à 19h. Je vous souhaite quant à moi une très belle soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, bonne nouvelle, les conditions particulièrement agréables d'aujourd'hui vont se prolonger demain et les jours à venir. Vous aurez un grand soleil le matin et le reste de la journée, même si un léger voile nuageux pourra tout de même faire son apparition l'après-midi, mais rien de bien méchant. Seul détail important à noter, une petite brise toujours présente, conséquence de la tempête Pedro qui sévit actuellement, mais s'éloigne progressivement des côtes atlantiques françaises. Pour ce qui est des températures, il fera plutôt bon, même à l'ombre, 13 degrés sont prévus en matinée et jusqu'à 17 au plus fort de la journée. Ce vendredi 20 février, nous fêterons les aimés. Passez une bonne soirée sur Monaco Info et je vous dis à demain 19h pour le JT.